Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic Radio. Bonjour à toi Dimitri. Bonjour à tous, bonjour à toi. Aujourd'hui on est dans l'épisode numéro 6 de la Monday Night War, ce qui veut dire qu'on va se taper une nouvelle review de Raw, une nouvelle review de Nitro dans cette semaine où on a un six-man absolument explosif avec Undertaker, Shawn Michaels et Diesel qui font face aux Bulldog, Owen Hart et Yokozuna. Qu'est-ce qu'on a à Nitro ? On a aussi pas mal de réjouissances. Il y a du bon, il y a aussi pas mal de mauvais de temps en temps, hein, faut le dire. Ah oui, quand même. Cette semaine, il y a du mauvais. Mais on va voir ça tous ensemble. Sans plus attendre, on va commencer avec Raw. Donc, au niveau des audiences, Raw et Nitro, cette semaine, on a la même chose. On a 2,6 millions à peu près de téléspectateurs pour les deux shows. Donc, on est revenu à la normale après des semaines où ça a un petit peu valdingué dans tous les sens. À Raw, comme on est toujours devant le même public, parce qu'ils ont enregistré quoi ? Ils ont enregistré le 25 septembre, le 2, 9 et 16 octobre dans la même salle le même jour. Donc, on est toujours devant 1500 personnes. Il y a toujours mon pote en vert là, avec les bras croisés au premier rang qui ne bouge pas. Et dans ce Raw, on va voir un des premiers angles qui m'avait vraiment traumatisé à l'époque. Et en plus, à quelques semaines d'intervalle, il y avait eu un deuxième angle qui m'avait traumatisé, qui cette fois-ci avait impliqué Shawn Michaels, parce que là, dans ce Raw, c'est l'Undertaker qui va en faire les frais. Alors donc, on a ce match explosif à 6, et quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'on commence direct le Raw avec ce match à 6. Donc, ah oui, alors là, ouais. Les choses sérieuses commencent et on commence très très fort cette semaine-là. Ouais, ça m'a beaucoup impressionné. Alors comme d'hab, ils vont faire l'espèce de petite pause qui s'impose, mais je comprends pas trop pourquoi. Après l'entrée des catcheurs, on va nous montrer un élément de la vie de la WWE où on a la conférence de presse pour les Survivor Series 95 avec un Shawn Michaels qui est plein d'émotions, car il dit qu'il touche tellement de vie, il est submergé par les émotions. Donc ça il est plein d'émotions, plein de sueur aussi. Hein. Oui, est-ce qu'il transpire ou est-ce qu'il pleure du front ? Ah, écoute, je pense qu'il y a un peu des deux, mais là on est à des niveaux de Shane McMahon de sueur là quand même. Ouais, Shane McMahon c'est presque de l'agonie, mais bon. Après, il faut comprendre, le mec, il a un métabolisme assez rapide, il est en costard, il est habillé, etc. C'est pas, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Moi, je comprends la transpi. Moi, dès qu'il fait plus de 22 degrés, laisse tomber, quoi. C'est l'enfer. Oui, non, pareil. Donc, en voyant les mecs qui sont arrivés, je me suis dit, ce serait cool que le match dure pendant tout l'épisode de Raw. Genre un truc de 45 minutes. Et je répondrai à ça, ça aurait été cool que le match dure pendant tout l'épisode de Raw. Ah, franchement, oui, hein. Ah oui, non, mais vraiment, vu ce qu'il y a eu après, ça aurait été très bien que ce match dure tout l'épisode. Ouais. Donc, dans ce match, déjà, une chose m'a vraiment marqué, c'est la beauté des tenues. Parce que Shawn Michaels arbore une tenue avec un très joli bleu turquoise. On a le pantalon du British Bulldog qui est jaune et rouge. Diesel, il est noir. Undertaker, noir et violet. Yokozuna, il est rouge. Owen Hart, il est noir et rose. Donc il y a une complémentarité comme ça, une palette de couleurs tout à fait géniale sur le ring. Et j'ai adoré le visuel. Ouais, pareil. Non, c'est vrai que c'est très plaisant à regarder là. Puis c'est la première fois vraiment depuis qu'on regarde Raw qu'il y a vraiment autant de stars dans le ring en même temps. 6, oui, exactement. Tu as bien compté. Comment ça commence ? Au début, on a les gentils qui terrassent les méchants et cette petite séquence se termine sur un double boot de Diesel et l'Undertaker sur Yokozuna qui bump à l'extérieur du ring devant une foule qui est complètement en délire. Mais alors là, ça fait c'est déjà le 3e épisode qu'ils sont en train d'enregistrer et la foule est toujours complètement à fond, quoi. Il y a un moment qui est très rigolo parce que du coup il y a le double big boot là sur Yokozuna qui sort à l'extérieur du ring qui est complètement sonné à l'extérieur et qui du coup se mange le poteau du ring à l'extérieur et Jim Cornette rigole un petit peu genre ah putain merde il a vraiment pas dû le voir. Donc c'était vraiment rigolo. Donc la fin de ce Shine elle est presque parfaite. Quoi d'autre ? Yoko bump. Alors ça j'ai pas trop compris parce que malgré tout Yokozuna à l'époque 92-93 ils avaient quand même longtemps attendu avant de le faire bumper. Je crois que la première fois qu'il était tombé c'était justement pendant le Rumble 93 qu'il va finir par remporter. Mais dans ce match finalement il bump dès la première corde à linge de Diesel.
Ça m'a relativement étonné, je dois dire. Par contre, après, il y a une fabulosité. C'est le Samoan Drop de Yokozuna sur Undertaker qui sort complètement de nulle part et c'était vraiment fabuleux de fluidité et surtout extrêmement safe. Bref, Yoko c'était un très très grand worker, il faut pas l'oublier. Non, c'est vrai, on l'oublie pas. L'impact est génial, tout est hyper précis, le timing est parfait, c'est très réussi. On a de nouveau Waylon Mercy qui regarde le match. Oui, comme un psychopathe dans l'allée. Alors c'est la deuxième fois qu'on voit Waylon Mercy observer un match et c'est la deuxième fois que c'est pendant un match de l'Undertaker. Oui, sauf que cette semaine, finalement, il a une raison de regarder le match. C'est parce qu'à Superstar, il va affronter Big Daddy Cool Diesel. Donc là, au moins, il y a une raison. Je suis pas sûr que ces observations ils changent quelque chose. Hein. Non, mais au moins, il observe. Ah non, mais pour le résultat du match. Mm-hmm. Ça va être compliqué pour lui, même malgré ses petites observations. Oui. Après, on peut se demander pourquoi est-ce que la semaine précédente, il regardait, ou il y a 2 semaines, alors que c'était quoi? C'était le 1-2-3 Kid contre Razor Ramon. Rien à voir avec un match éventuel de Superstar, ou en tout cas, c'était pas mentionné par les commentateurs. Oui, de toute façon, tout est assez étrange concernant ce personnage. Surtout son Marcel. Bon, il y a Shawn Michaels pendant le match, il y a quand même Mr. Fuji qui prend la peine d'alterner les drapeaux. Et quand même, il secoue le drapeau du Japon et puis de temps en temps, il prend le drapeau de la Grande-Bretagne pour un peu de parité. Ah, il avait pas de drapeau canadien, hein? Non. Bah voilà. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il avait que le drapeau britannique et japonais. Ouais. Il y a aussi ton pote Dean Douglas qui revient une fois de plus, prendre des notes, comme le vrai académicien qu'il est. Pendant la domination sur Shawn Michaels, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de hope spot. Les hope spots, c'est ces petits moments où le gentil qui se fait défoncer, bien finalement arrive à revenir un petit peu dans le match avant de finalement se faire de nouveau redominer. Donc c'était un petit peu étonnant. Voilà, ça manquait un petit peu, j'ai trouvé. Il y en a eu un seul, je crois. Une petite séquence où Shawn Michaels essaye de revenir et ça dure vraiment quelques petites secondes avant qu'il se fasse dominer à nouveau. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu te souviens, sur Canal+, à l'époque, comment étaient appelés les Two Dudes with Attitudes? Oh, alors là tu me poses une question bien trop... franchement, j'en ai aucun souvenir. Mais aucun souvenir. Parce que franchement, je ne me souviens pas du tout que Ray Rougeau ou Brassard, à l'époque, ait donné un vrai nom d'équipe à Shawn Michaels et Diesel. C'est peut-être pour ça qu'on s'en souvient pas. Hein. Franchement, là, ça me dit rien du tout. Ouais, pourtant c'est bien poussé par Vince McMahon. Ah, Two Dudes with Attitudes. Mais ouais, bon, alors les bâtards, ils ont mis donc il y a un moment, Owen Hart qui monte sur la 3e corde. Ah oui, il y a la pub. Le mec, il s'envole. Justement. Et au moment où il s'envole, pub, tiens, mange. Et Vince, du coup, il est vraiment très gêné. Il dit, ah putain, je suis vraiment désolé. C'est vraiment le pire moment possible, mais c'est la pub. Oui, alors que c'est quand même lui qui a monté le show, je pense, et qui a dit, tiens, on met la pub à ce moment-là, quoi. Mais il s'excuse vraiment, tu l'entends dans sa voix qu'il s'excuse, quoi. Donc ouais, pause pub au moment où Owen s'envole, et puis quand on revient, on voit qu'il y a eu une esquive qui permet de faire le changement sur Diesel. Après, ça part dans tous les sens. Le Bulldog fait le power slam sur Diesel après une triche de Owen Hart. Et après ça, qu'est-ce qui suit? C'est le leg drop de Yokozuna pour le pin sur Diesel par le British Bulldog. Exactement. Alors, il y a un peu la story comme quoi le Bulldog aurait pu gagner sans le leg drop de Yokozuna. Donc ça, on ne le saura jamais. Est-ce qu'il aurait battu Diesel sans l'intervention de Yoko ou non? Ça, on ne le saura pas. C'est ce qu'ils disent. Après, ils ont quand même pas mal poussé le fait que le Bulldog, entre guillemets, a battu Diesel. Alors que non. Enfin, non. C'était un travail d'équipe. Et c'est surtout grâce à Yokozuna. Donc en termes de crédibilisation du Bulldog, c'était bof. Ils auraient très bien pu le faire gagner clean. Là, ça aurait rué dans les brancards, comme on dit. Ouais, mais après, ça veut quand même dire quelque chose. Là, Diesel avait jamais perdu en 95. C'est la première fois qu'il est piné. Qu'il perd. Voilà, et c'est la première fois depuis qu'il est champion. Donc c'est quand même pas rien pour le Bulldog. Et vu ce que représentait le Bulldog à l'époque, je trouve que c'était quand même une grosse victoire, même si c'est dans le cadre d'un six-man et tout. Mm-hmm. Moi, je sais pas ce que tu as pensé, mais pour moi, la fin est venue assez abruptement, après seulement 12 minutes.
Oui, Il y avait... oui, elle sort vraiment de nulle part et même la foule est vraiment chaude pendant tout le combat, mais sur la fin, elle est un peu surprise par cette fin qui sort de nulle part, un peu anticlimatique. Ouais, ça aurait pu vraiment être fabuleux. C'était entre guillemets juste très bon, mais il y a un petit goût amer C'était comme quand ça même parce très que bon. Ouais. le match était très bien monté. Ils ont buildé à fond, et puis lorsqu'il y a eu le comeback, bah finalement ils ont pas poursuivi le truc. Ça m'a un petit peu étonné malgré, ouais, je sais pas comment dire. Le build-up du Bulldog, ok, mais c'était quand même un petit peu bizarre, surtout qu'on enchaîne direct avec Mabel qui Oui. arrive sur le ring alors que le match est à peine terminé. Donc il n'y a aucune célébration, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc Mabel y arrive. Mabel et Yokozuna s'allient pour le moment. Enfin, s'allient, pas du verbe salir, hein, le verbe s'allier pour faire des leg drops sur l'Undertaker. Pendant que Douglas attaque Shawn Michaels, donc c'est le bordel le plus complet. Pendant que ça filme Douglas et Shawn Michaels, t'entends juste le bruit des rings, des mecs qui bump dedans. Et quand je dis bump, c'est Yokozuna et Mabel qui enchaînent des leg drops et des coups de boule pour Oui. Mabel aussi. Ah oui, plusieurs coups de boule là, plusieurs descentes de la tête là sur l'Undertaker là qui en prend pour son grade. Bah, il a dû prendre genre 10 ou 15 leg drops, splash, enfin tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, dans ce segment, l'Undertaker s'est pris au tout début une espèce de clothesline raté de Mabel qui lui a mis un énorme coup de poing dans la gueule. Alors merci Mabel qui avait déjà blessé le dos de Diesel lors du SummerSlam et il lui a explosé comment ça s'appelle la pommette. La pommette. Ouais. Donc le gars il est officiellement mort, hein, Oui. il faut le dire. Il va ensuite catcher un petit peu, j'ai fait des recherches, il va catcher pendant encore quelques jours, je crois jusqu'au mi-octobre, 20 octobre, quelque chose comme ça. Et ensuite, il va se faire checker. Et c'est là vraiment qu'ils vont lui dire qu'en fait, il faut qu'il se calme très vite parce qu'il a la pommette cassée. Donc, il va prendre 2 mois de pause. Ils vont justement utiliser cet angle avec Mabel et Yokozuna pour justifier son absence. Une vraie absence justifiée par un vrai angle. Donc là, c'était les étoiles qui étaient un petit peu alignées. Et il reviendra au Survivor Series avec son masque tout à fait terrifiant pour affronter Mabel. Il y aura quoi ? Il y aura Triple H et quelques autres mecs. Donc, Et donc là, Mabel, parce que donc là ce dimanche, non, ou le dimanche d'après, on a donc In Your House 4. Mabel n'aura donc plus d'adversaire et on va bientôt savoir qui ce sera. Ça va être assez intéressant. Ah là 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 là, tu nous tiens en haleine, mon petit Dimitri. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est vraiment plein de logique. Oui, c'est vrai, on peut. Donc ouais, faut pas trop cracher sur la WWE d'aujourd'hui en disant que c'était tellement mieux à l'époque parce que c'était pas souvent le cas. Ah non, non, non. Ensuite, on continue avec un récap de ce qui s'est passé la semaine précédente avec Bret Hart, Jean-Pierre Lafitte et Jerry Lawler. On voit... J'ai adoré ça parce que c'est une situation qui est complètement incongrue parce qu'on voit les images de Jerry Lawler qui décrit ses propres actions en fait. Oui. Et donc il se fait dérouiller comme c'est pas permis, il se fait envoyer par des coups de poing à l'extérieur et tu vois qu'il dit t'as vu celui-là par contre je l'ai bloqué quand même. Hein, oui, c'est ce que j'ai noté. Putain, donc Lawler il se fait défoncer, il bump par-dessus les barrières jusque dans le public et là comme t'as dit il fait celui-ci ce coup de poing je l'avais bloqué. Ouais, voilà, et puis et alors toujours niveau timing, on revient dans le ring et il y a toujours Diesel et Undertaker qui se relèvent difficilement. Oui. Voilà. Ouais, ça fait un petit moment quand même et ça fait un bon gros moment. Le moment qu'il faudra attendre, c'est une semaine pour la semaine prochaine parce que là on nous annonce qu'il va y avoir un Bret Hart contre Isaac Yankem en cage. Donc la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils nous avaient dit dans quelques semaines il y aura le match en cage. Je pense qu'ils n'étaient pas encore au courant quand est-ce qu'ils allaient le faire. Mais là c'est annoncé, c'est la semaine prochaine. Bret Hart, Isaac Yankem en cage. Avec une stipulation additionnelle, à savoir que si Jerry Lawler intervient pendant le match, il sera suspendu dans une shark cage au-dessus du ring. Mm-hmm. Une cage en fait, un petit peu comme celle dans laquelle il y avait Paul Bearer au-dessus du ring au Survivor Series 96 pendant le match Undertaker Mankind. Et alors après ça, franchement je me suis dit mais qu'est-ce qui branle les mecs, ils avaient rien d'autre à mettre dans ce show. Parce que là, ouais. on a un flashback au SummerSlam 95. Alors, c'était pas il y a si longtemps, mais ça fait quand même 6 semaines.
qui était d'ailleurs dans la même salle que le King of the Ring 98, si je dis pas de bêtises, dans l'Igloo à Pittsburgh. Et là, c'est plus qu'un flashback parce qu'on voit quoi? On voit 6, 7, 8 minutes du match, quoi. C'est tout le match. Voilà, c'est Bret Hart contre Isaac Yankem, quasiment tout le match. Donc là, on nous fait toute l'histoire avec Lawler, donc comme tu as dit, qui sera enfermé au-dessus d'une cage. Voilà, blablabla. Donc, en tout cas... Alors, Lawler encore. Alors, pendant le match à SummerSlam, Lawler intervient pour aider, pour faire chier Brett. Et donc, pareil, il est aux commentaires de ces images-là. Il dit maintenant je me souviens en fait pourquoi je suis intervenu, c'est parce qu'il avait dit un truc sur ma maman. Maintenant, je me souviens. Et par contre, après, Lawler, il dit, il explique que ensuite, il va se permettre de dire à Brett qu'il y a sa mère dans la foule. C'est ça. Et il précise même qu'elle ressemble à un fruit déshydraté. Mais au-delà de ça, franchement, c'était extrêmement long. Ça n'avait pas du tout sa place ici. En plus, Bret Hart contre Isaac Yankem, ça me donne pas du tout envie de voir leur match en cage la semaine prochaine. Oui, c'est ça, c'est que c'est long, c'est pas forcément bon et c'est le pire moyen de hyper un gros match, quoi. Ouais, et pourquoi ils ont pas fait, genre, je sais pas, 15, 16, 17 minutes pour le match à 6, tu vois, et puis qu'ils rajoutent un autre truc. Enfin, on n'avait pas besoin de ce match pour avoir accès, on va dire, à la compréhension de la feud entre Bret Hart, Isaac Yankem et Jerry Lawler. Et puis, oui, on se passerait bien de ce match qui était de loin pas au niveau, quoi. Oui, voilà, et puis de simples petits extraits auraient largement suffi, quoi. Oui, surtout qu'on enchaîne avec le main event. Alors mec, donc voilà, on est à Monday Night Raw, on a commencé par ce six-man complètement explosif, et le main event du show, c'est Fatou contre... Make a difference, Fatou. Fait une différence, Fatou, contre Skip. Oui. Voilà. Là, bah oui, ça c'est... Oui, ça mérite d'être là. Alors, on voit que la WWE a fait un show caritatif au Madison Square Garden pour les handicapés en moteur et les personnes défavorisées. C'est très bien. Je sais pas s'ils font encore des trucs de nos jours comme ça, et c'est très bien inspiré d'en faire un petit peu plus souvent. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ils avaient fait les trucs avec les Special Olympics et tout, là. Il y a Ouais. quand même quelques actions comme ça. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a plus de shows comme ça qui sont clairement Ah oui, dédiés, des shows dédiés à ça, non. Ouais. Là, maintenant, c'est plus des opérations de communication, quoi. Oui. Par contre, il faudra que tu m'expliques dans quel monde donc on a ce putain de main event qui est horrible, alors que dans le même show, on a le tag avec 1 million de trucs qui se passent et qui culmine avec un angle, on va dire quand même un petit peu génial, parce qu'il y a du Shawn Michaels, du Douglas, du Tout le Monde, du Bulldog, du Diesel, de l'Undertaker, de la blessure. Enfin, on a un cocktail explosif de tout ce qu'il faut pour nous donner envie de continuer à regarder les shows. Pourtant, on nous l'a mis en opener, et à ce moment du show, j'ai presque déjà oublié ce qui s'est passé. Ah oui, là c'est un exemple type d'un show qui est booké complètement à l'envers. Alors je pense que c'est évidemment par rapport à la présence de Nitro et qui voulait commencer fort pour que les spectateurs restent sur Raw. Après bon, je pense que l'effet a quand même pas été particulièrement réussi parce que là, oui. Bon, on va un peu parler de ce match quand même, de Skip contre Fatou ou pas? Non. Hein. Bah écoute, non, moi je dirais juste que si j'étais pas marié, je me fabriquerais une machine à remonter le temps pour aller en 95 et essayer de draguer Sonny et voilà, au moins essayer de choper une langue, quoi. Bah, je pense que tu y arriverais. Ouais, il y a moyen, franchement. Ouais. Oui, je pense que oui. Mais sinon, non, enfin, moi ils m'ont saoulé avec le match du SummerSlam, quoi. Je m'en balèque complètement, quoi. Il y a le... Ouais. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Heureusement qu'il y a Doc Hendrix en coulisses après. Ah, écoute, ça j'ai même pas noté. Ah oui, si, il dit pas que... Bah, il dit qu'il entend rien. Oui, c'est ça, c'est justement, oui, c'est qu'il dit que tout le monde est furieux, mais qu'il sait pas ce qui se passe et ça coupe. Ouais, après on revient à de nouveau dans les vestiaires avec l'interview de Jim Cornette et le Bulldog, donc là de nouveau on s'en balèque. Enfin, la chrono, le montage du show, là, c'est incompréhensible. Oui, le montage du show est incompréhensible, mais par contre la promo, moi j'ai trouvé génial. Hein. J'ai trouvé que Cornette était hyper bon et franchement j'ai trouvé que le Bulldog était super cool aussi. Enfin là, il y a la dynamique un peu comme actuellement Paul Heyman, Brock Lesnar, là où vraiment t'as Cornette qui parle pour Lesnar et Cornette qui parle pour le Bulldog qui fait un peu le débile, je trouve qu'il a montré vachement plus de personnalité que d'habitude et plus que dans toute sa carrière là quasiment dans le début de ce heel turn. Moi j'ai bien aimé ce que faisait le Bulldog. Il insulte un peu la ville et tout. C'est des traits de personnalité qu'il montrait pas et je trouve qu'il a montré plus de choses là. Je suis d'accord, mais malgré tout, c'était le Raw que j'étais le plus excité de voir depuis le début de la Monday Night War et finalement j'ai pas aimé cet épisode. Mais si cette promo avait eu lieu par exemple avant le match ou quelque chose comme ça nous aurait quand même plutôt bien chauffé. Oui,
Je Oui, te c'est dis, le ça. truc, enfin, les mecs, ils ont fait un Lego, mais ils ont fait un Jenga à l'envers, quoi. Ouais. Oui, non, Voilà. c'est. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Bon, ensuite, il y a Nitro, mec. Attends, il y a Mabel aussi qui fait une promo, non? Il fait une toute petite promo sur l'Undertaker. Ah, je sais pas, moi, j'ai zappé des trucs dans mon cerveau, là. J'étais déconnecté de ce qui se passait, là. Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut passer alors du coup. Bah ouais, vas-y, là. Nitro devant 8500 personnes, c'est quand même 7000 de plus que Raw. Oui. Ouais. Là, on est à Chicago, donc au Rosemont, qui est donc la All-State Arena actuelle, WrestleMania 13, WrestleMania 2, WrestleMania 22. WrestleMania Money in the Bank 2011. Ouais, enfin voilà, Et après, une j'ai salle arrêté qui est de m'en souvenir. Oui, une salle qui est réputée quand même pour son ambiance formidable. WrestleMania 22, je me rappelle qu'à l'époque, on se l'était mis en MP3 et qu'on l'écoutait en audio, le main event entre Triple H et John Cena. Exactement. Le jour où le public de la WWE a basculé et a commencé à faire les bouillets, et à vraiment encourager les heels, etc. En tout cas, à siffler John Cena. Oui, c'était la première fois que c'était aussi marqué. C'était vraiment un des meilleurs, enfin pour moi, un de mes main events de WrestleMania préférés, juste à cause de la foule, quoi. Ouais. Donc ouais, là on est à Chicago. Alors Bischoff, Inan et Mongo McMichael, ils ont les maillots des Bears. Je pense que tu as adoré la référence parce qu'on est donc à Chicago et qu'on célèbre les 10 ans du titre de champion NFL des Chicago Bears, dont Alors, faisait partie j'ai Steve évidemment McMichael. capté la référence, mais tu imagines bien que je m'en balèque. Mais c'est ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on célèbre les 10 ans du titre. Enfin, c'est pas forcément extrêmement important, je trouve. Enfin, ça fait 10 ans qu'ils ont été champions, ok quoi. Donc je Bah, suis il pas faut sûr bien que... trouver quelque chose à dire. Ouais, bon voilà. Donc oui, on a Bobby Heenan qui nous annonce que le giant et Hulk Hogan seront là ce soir. Et comme précédemment, il y a Sting qui arrive. Alors lui, pas comme Ric Flair qui s'était octroyé le micro directement. Sting, il est quand même un peu plus poli, demande le micro, on lui donne, et il annonce que ce soir, il a trouvé la solution pour régler le conflit entre Macho Man et Lex Luger. Il a un plan. Le conflit de canard. Exactement, il a un plan, c'est tout un programme. Il a la solution et il va nous l'annoncer ce soir. Ouais. Avant ça, au début du show, quand même, ils ont montré la ville de Chicago, tu sais, où ils montrent un petit peu l'extérieur et tout ça. Ça fait quand même big time par rapport à la WWE, parce que je m'imagine la WWE qui a son hélicoptère au-dessus de la salle des fêtes de Grand Rapids, Michigan, là où il y avait Raw. Ouais. Ça aurait une autre gueule. Hein. Oui, non, oui, c'est vrai que là, Nitro, ils sont très très en avance. Là où ils sont pas en avance, c'est pour le premier match, hein, parce que donc on a Sting qu'on vient de voir qui affronte ton ami le Shark. Alors moi, j'ai beaucoup ri parce que franchement, je m'en souviens plus, mais il était annoncé comme venant de la ville de Tsunami. Oui. Donc, je prends mes notes comme ça, j'écoute et j'entends il vient de Tsunami. Je me dis non, tu déconnes. Donc j'appuie sur le petit rewind sur le network là qui te fait revenir de 10 secondes, tu 10 sais. secondes, oui. Et là je me dis allez, j'arrête tout, je mets à fond. Et non, effectivement, il l'annonce de Tsunami. Oui. Il vient de Tsunami. Voilà. Comme on sait, le tsunami et les requins sont intrinsèquement liés, en plus. Ah oui, non, c'est ça, non. Il arrive de la ville de Dégâts des eaux, quoi. Non, putain, c'est ça quoi. En parlant de dégâts, putain, sa tenue aussi, mec. Enfin, ah oui, avec les peintures et tout là. Son nom c'est Shark, ok. Donc tu t'appelles requin. Ça peut pas être plus explicite. Non, je pense qu'il y a besoin quand même de donner des informations du genre 17 dessins de requins sur la tenue quoi. Et sur son visage avec les. Oui, là. Ah oui, c'est. Au moins on est sûr que c'est pas Avalanche, hein, que maintenant il s'appelle Shark. Tu vois, mais ça, toi, tu étais quand même un petit peu. Tu ne savais pas trop comment te positionner, il t'aide. Ouais, non, mais putain. Bon, alors le requin attaque par derrière et il enchaîne plusieurs power slams avant de faire une leg drop pour le compte de 2. Le match dure quoi, 2 minutes. Sting reprend 1 minute 36. Oui, voilà. Sting reprend vite le contrôle et il gagne avec un crossbody de la 3e corde. Quelle menace, le Dungeon of Doom. Bah, c'est ça. On retombe dans les semaines précédentes. Oui, voilà. En plus, ils avaient fait un bon boulot là pour établir un peu plus le donjon là. Mais bon, là, on revient largement en arrière. Shark, c'est rien d'autre qu'un jobber à ce moment-là. Rien de bien intéressant. Comment peux-tu oser dire qu'un membre du donjon de la mort est un jobber ? Écoute, je regarde Nitro. Ok. Bon, alors là, par contre, on a quand même toujours un plaisir parce qu'on voit les images de l'attaque de... c'était quoi, Tati Daniel, Madame Sarfati ?
Pour moi, c'était Tati Daniel, pour toi, c'était Madame Serfati. Voilà, qui prépare le terrain là pour l'attaque du géant et le passage gratuit chez le barbier là pour Hulk Hogan. On a la même promo vidéo de Halloween Havoc 5 fois par show. Oui, là j'en pouvais plus. Plus il l'a montré, oui. moins j'avais envie de regarder ce show. Exactement, et bon, c'est là que l'avance de 10 secondes est très pratique quand même sur le network. Donc voilà, le Halloween Havoc, le main event et le Monster Truck Sumo match. Machine contre machine. Oui. Et ensuite homme contre homme. Oui, on va quand même préciser pour les auditeurs, on ne va pas reviewer les pay-per-view de la Monday Night War parce que le concept de la Monday Night War, c'est la guerre du lundi quoi. Les pay-per-view, il y avait pas grand-chose à comparer, c'était moins vivant, ça restait des pay-per-view. Et puis notre temps est quand même précieux, donc on peut pas faire tous les shows dans tous les sens. Donc parce que je sais qu'il peut y avoir des questions qui vont arriver dans les commentaires. Est-ce que vous allez faire Halloween Havoc ? Non. Exactement. Voilà. Et on a bien fait, je pense. Oui, sans aucun doute. On enchaîne avec, alors c'est déjà du coup le deuxième match entre Sabu, notre ami Sabu, et Mr. JL, qui est donc, on l'avait dit, Jerry Lynn sous un masque. À ce moment-là, tu sais pas exactement ce qui va se passer par la suite, mais Sabu, il a des nouvelles lumières pendant son entrée, etc. Tu penses qu'il peut peut-être se passer quelque chose avec lui, quoi, non ? Je sais pas ce que tu pensais. Oui, on peut le penser, d'autant plus que la foule de Chicago est un petit peu initiée, elle est super fan de Sabu, ça chante Sabu dans tous les sens, ça chante Hogan Sucks, donc on a un petit peu compris quoi. Oui, voilà, c'est une foule qui est un petit peu particulière. Bon, pas grand chose à dire, si ce n'est que oui, c'est intéressant à noter que pour les standards de Sabu, ça va quoi. Il rate pas grand chose dans ce match. Oui, et la foule aime beaucoup les prises de risque. Ah oui, la foule est faite pour ce type d'action-là. Bon, le costume de Jerry Lynn, bon, c'est pas gagné non plus. Sponsorisé par le Shark, je pense. Ouais, enfin, une espèce de Ultimo Dragon du très très pauvre. Ça m'a rappelé. C'est un catcheur que j'aimais pas du tout, la Lucha Underground. Aerostar. Est-ce que tu vois Aerostar ? Je vois Aerostar. Et je l'aimais pas du tout à cause de sa tenue, et elle m'a beaucoup rappelé la tenue de Jerry Lynn à ce moment-là. Comme quoi, les traumatismes de l'enfance. Oui, c'est ça. Donc, ouais, il y a plusieurs dives à l'extérieur. Il y a une. Ah oui, alors. Dans le rayon, Eric Bischoff apprend le catch. Il y a une German suplex de Jerry Lynn qui est qualifiée de belly to back suplex. Bon, alors c'est pas ça, mais bon, ils s'en approchent, hein, on progresse. C'est. Elle est une belly to back déviée en fait. Oui. Bon, finalement, c'est une back to belly. Hein. Oui, non. Non. Je te laisse. Je vais faire pipi, hein, je te laisse. Donc voilà, bon, on a quoi ? On a une victoire de Sabu après le Camel Clutch. Et là, on a Sabu qui a pas retenu les leçons, quoi. On sait que la dernière fois, il avait quand même continué son attaque après son match et que ça lui avait coûté une disqualification à titre posthume. Voilà, ouais. Cette fois-ci, il a pas retenu la leçon et il fait un espèce de putain, je m'y attendais pas du tout, hein, je sais pas pour toi. Un sunset flip là. Mais oui. Non mais enfin pour les auditeurs, faut quand même imaginer. Donc il a fini son match. Jerry Lynn est sur le ring apron, un truc comme ça. Ouais. Et là Sabu, il lui fait un sunset flip de l'intérieur du ring par-dessus la troisième corde pour faire un sunset flip powerbomb en espèce de vengeance de fin de match qui vient de nulle part quoi. Il y a aucune raison. Qui vient de gagner surtout. Enfin, il y a aucune raison. La brutalité, ça sort de nulle part et c'est hyper violent. Jerry Lynn tombe à moitié sur le béton là. Aucun sens dans cette action post-match là. Bon, voilà. Et bon, alors là, le danger est quand même bien plus grand, mais il se fait pas disqualifier cette fois-ci. Alors moi, je vais te dire, j'ai l'impression qu'il a quand même retenu un peu la leçon de la dernière fois parce qu'il n'a pas utilisé de table. Peut-être que c'était la table qui était interdite. Ah, c'était l'objet contendant. Peut-être. Et après, je me dis aussi, en tant que fouteur de merde, peut-être qu'il est en train d'essayer de tester sa hiérarchie, tu vois. Comment réagissent ses boss par rapport à ce qu'il fait, voir où sont ses limites, tu vois. Bah là, il a pas beaucoup d'indications parce que... Bah là, c'est passé. Une fois, il a été puni, une fois, il a été... Pas puni, donc voilà. Bon, on verra la prochaine fois. Ouais. Ça va trancher. Je sais pas s'il y a une prochaine fois d'ailleurs. S'il doit y en avoir une. Encore. Je ne suis pas sûr. Nitro, je ne suis pas sûr.
Ah bah écoute, tu vois, c'est des questions qui resteront éternellement sans réponse. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah alors voilà, on a Min Jin qui est dans le ring avec Lex Luger et Sting. Et donc Sting, il a bien dormi, il a eu une illumination et il a la solution pour régler un conflit qui visiblement l'embête pas mal entre Macho Man et Lex Luger. Donc il invite le Macho Man dans le ring et il vient, c'est tendu directement. Bon, Sting risque d'avoir du travail. Il essaye d'apaiser un petit peu tout ça en disant que avec leur conflit, ben finalement c'est la victoire du géant, quoi. Il est en train de rentrer dans la tête de tout le monde et c'est lui qui sort gagnant de tout ça. Macho Man, son personnage à ce moment-là, c'est qu'il est parano. Hein. C'est à peu près ça sa gimmick. Oui, là il voit le mal partout. Voilà, il insiste sur le fait que le géant ne s'en est jamais pris à Sting. Bon, voilà. Et là, Moi je te dis que s'il s'en est pas pris à Sting, c'est tout simplement parce qu'il ch'tibe. Il a de quoi, hein. Il a de quoi. Mais bon, Sting, en tout cas, son intellect n'a pas de limite. Il a la solution miracle. Il annonce qu'à Halloween Havoc, alors Luger affrontera Ming et Macho Man affrontera Kamala. La solution, c'est que si Lex Luger et le Macho Man remportent tous les deux leurs matchs, alors ils vont pouvoir s'affronter. Oui, c'est une putain de solution. Hein. Ah bah franchement là, je Parce pense que qu'il a quand même, oui, il a dû réfléchir pas mal pour établir ça. Un affrontement direct, bon, ça a été visiblement trop compliqué. Donc là, il y a quand même des qualifications pour ensuite régler les conflits. ça serait bien qu'il y ait un Kamala contre Luger. Et bien qu'ils se disent ah putain, j'aurais quand même dû faire un match direct. Bon voilà, c'est un segment qui, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est vraiment, ça complique tout pour rien. Enfin, en plus, Ah bah ouais, complètement. Enfin, ça le Dungeon of Doom, on sait très bien que les deux vont gagner. Enfin, il n'y a pas une once de suspense. Sting passe vraiment pour un débile, je trouve. Enfin, moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus développé que ça, et là, il annonce une non-solution complète, quoi. Ouais, il passe un peu pour un débile, mais qui est extrêmement à l'aise au micro, parce qu'à un moment, il se lance dans une diatribe interminable, et à ce moment-là, en fait, on le voit de côté sur le tiers de l'écran, et devant, sur les deux autres tiers, la caméra, en fait, elle est face à Luger. Et là, dans son regard à Luger, on pouvait vraiment voir, genre, putain, j'aimerais tellement être aussi à l'aise au micro. L'envie. Ouais, l'envie, quoi. C'était vraiment génial, quoi. Non, mais Sting est très très bon, mais après oui, là c'est la storyline qui les handicape vraiment, et puis voilà, bon, il dit qu'il en a marre de jouer les babysitters, et bon, sa solution est pourrie, mais en tout cas, elle convainc tout le monde très rapidement, tout le monde est super satisfait, tout le monde le remercie, c'est parti, le challenge est accepté, et donc si les deux remportent leur match, ils s'affronteront à Halloween Havoc, hein, donc dans le même show. Hein. Oui, ah bah oui, écoute. Tant qu'à faire. Les mecs sont payés des ponts d'or, voilà, ils peuvent quand même catcher 2 fois. Alors après, on a toujours des petites séquences que moi j'adore, c'est l'arrivée de limousine. Ça m'a toujours beaucoup excité dans le catch parce que tu te demandes toujours qui va en sortir. Et là, on n'est pas déçu parce que avant que la porte s'ouvre, on hype l'arrivée d'un catcheur qui a fait ses gammes en Europe, un peu partout dans le monde, beaucoup au Japon. Et là, c'est Chris Benoit qui sort de la limousine. Il arrive à la WCW, Where the Big Boys Play. Ouais, Chris Benoit qui arbore un mulet qui est À faire pâlir Billy Gunn. Tellement fin qu'on dirait des poils d'aisselle, quoi. Franchement, on dirait pas des cheveux, là, ce qu'il a dans le dos. Des poils d'aisselle, écoute, c'est une image qui est assez intéressante là. Hein. Quelque chose de très fin, très clairsemé, enfin pas des veuches quoi. J'ai une envie soudaine de voir tes dessous de bras là. Ah bah tu peux y aller, tu sais très bien qu'ils sont toujours rasés de très près. D'accord. Voilà. On continue avec putain génial Disco Inferno quoi. J'adore, qui est là avec mais quelle star. Oui. Et alors en plus, putain, vas-y. Quoi avec il y a une boule à facettes cette fois-ci. Oui, mais pas que. Et il y a pas que, dis-moi. Eh ben sa chaîne hi-fi portable. Ah oui, bah attends, parce que du coup là la musique est interrompue par Big Bubba Rogers, mais voilà, donc Disco Inferno avait prévu le coup puisqu'il a ramené sa propre petite stéréo qui continue à jouer sur son épaule. Et bah ouais, parce qu'il s'était déjà fait avoir dans les épisodes précédents où il se fait interrompre et là il se dit bah même si je me fais interrompre, je ferai quand même la musique. Voilà, Sabu ne retient pas les leçons, mais par contre Disco Inferno, ouais, il avait prévu le coup. Mais la petite stéréo et tu le vois danser comme un bouffon avec sa petite stéréo sur l'épaule là, très 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 bien. Mais il a l'air tellement heureux quoi. Mais oui, après on continuera à en parler, mais Disco Inferno est vraiment très rapidement devenu détestable. Hein. Ah mais il est
Franchement, moi, j'étais pas trop fan, justement, je le trouvais extrêmement fade à l'époque où il catchait sur Canal+, parce qu'on n'avait jamais vu la construction de son personnage comme on la voit maintenant. Mais il est tellement ridicule, il est tellement amoureux de tout ce qu'il fait, il a un tel sourire, il est tellement content et satisfait de se croire une vraie star et tout. Moi, je l'adore et j'ai envie de regarder Nitro uniquement pour le voir arriver, danser, se faire interrompre et le voir faire encore de la boombox comme ça. Franchement, Oui. c'est... on Bah alors dirait un il enfant à va Noël. exactement, il va sauver d'ailleurs le match suivant. Donc c'est Big Bubba Rogers contre Hawk des Road Warriors qu'on n'avait pas encore vu. Et bon, un match inintéressant au possible, mais Disco Inferno, le taré quoi, vient danser sur le rebord du ring pendant le match. Mhm. Et là t'as Hawk qui le regarde et tu dis putain là Disco Artung. il va s'en prendre plein la gueule quoi. Et donc ouais, Hawk s'énerve sur Disco Inferno, il le rouste à l'extérieur du ring. Et la sonne cloche, La cloche sonne. tout à fait. Et c'est une victoire de Bubba Rogers par décompte à l'extérieur. On n'entend même pas le compte, enfin on se concentre même pas sur le match. Tout le segment c'est pour Disco Inferno quoi. La disqualification on s'en fout. Ouais. Bon, Hawk, il a pris une énorme pop. Et je Oui, c'est sais vrai. pas si t'as capté la musique. J'ai fait des recherches, c'était super long. C'est une musique qui s'appelle Mayhem Mavens. Et en fait, elle avait été utilisée, je crois, lors de Rampage Bercy 93 sur la cassette vidéo, Oh. lorsqu'il y avait une présentation de Yokozuna. Oh bah écoute ça c'est des recherches qui sont vraiment. Alors moi j'ai le souvenir de Rampage ou du Rumble 93, je sais plus. En tout cas, dans les deux cas, c'était sur la VHS qui était commercialisée en France. Mais ouais, c'était quand j'ai entendu cette musique, direct là j'ai eu un espèce de réflexe un petit peu pavlovien là en me disant je connais ce truc. Et j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver le nom de la chanson. Mais après je suis pas retombé sur le clip sur YouTube de Yokozuna en question. Quelle a été l'action que tu as fait quand tu as entendu ce son du coup? J'ai cherché le nom du thème de Hawk à la WCW. Et Ok. ensuite, j'ai essayé de faire des recherches, genre Yokozuna clip avec le nom de la chanson, mais ça, j'ai pas retrouvé. Mais j'en mets ma main à couper qu'il était, soit c'était au Rumble 93 ou autre, donc il y a de la... Au stade de Arco. Au stade de Arco ou à Bercy 93. Exactement. Alors on continue. Alors oui, bah là, du coup, ça devient un peu plus intéressant parce qu'on Ah a bon? Min Jin dans le ring qui accueille Hulk Hogan sans moustache et sans ses couleurs traditionnelles rouge et jaune. Il est tout de noir vêtu. Jimmy Hart également. Et donc là, c'est la première fois que Hogan abandonne ses couleurs. Bah, Hogan est clairement en deuil de Oui. lui-même, j'ai l'impression. De sa moustache. Ouais, il est en deuil. Par contre, il revient toujours sur sa super musique américaine, quoi. Tu vois, ça, Ouais. le Enfin, mec... c'est une transition qui s'effectue en douceur. Ouais, mais bon, c'est comme si je venais, comment dirais-je, je vais pas venir en pleurant sur Tata Yo-Yo, tu vois. Oui, mais bon, après, tu vas pas lui changer la musique. Bon, ça Bah, tu serait viens sans musique. Tu viens sans musique, c'est une solution. Bah oui, bien sûr. À la Tommaso Ciampa, ça serait le public, la musique. Jamais entendu parler de ce catcheur. Ah oui. Allez, Oui, bon voilà, ça montre bien que voilà, là, les jeux sont terminés, maintenant c'est sérieux. Il va battre le géant. Alors il en profite, hein, c'est une aubaine pour pouvoir glisser une référence au body slam du Pontiac Silverdome à WrestleMania 3. On annonce qu'il y a un restraining order là du géant qui n'aura pas le droit de s'approcher de Hulk Hogan et d'entrer dans la salle aujourd'hui. Hogan dit qu'il le veut quand même. Et alors il rentre dans des comparaisons intéressantes par rapport au rasage de sa moustache. Il dit que ça équivaut à des graffitis sur le Washington Memorial. Ou juste plus simplement le fait de brûler le drapeau américain. Donc bon, on est quand même des hauts niveaux de blasphème. Là, putain, moi j'adore, hein, c'est génial. Pendant que Hogan dit tout ça, on a une caméra à l'extérieur du ring et le monster truck du donjon qui arrive, suivi par 2 bagnoles de police avec les gyrophares et tout. donc là, c'est le meilleur moyen de décrédibiliser complètement la justice et la loi. Parce qu'on lui a dit 15 fois que le géant, il y avait donc le restraining order, je sais pas comment on dit en français, une interdiction d'approche ou machin truc. Oui, oui, oui. Et pourtant, dans sa promo, il dit « Oui, mais je m'en fous, j'attends. » Genre, Oui. j'attends. Et comme par hasard, il va juste attendre 2 minutes 20
Et ensuite, t'as toutes les sirènes et le géant arrive, comme par hasard. Alors moi j'ai vraiment éclaté de rire, je sais pas si tu as remarqué ça, mais donc le géant fait ronronner le moteur très très fort et il y a Zodiac qui est sur le toit du Monster Truck et qui bouge au rythme du moteur. Il fait des mouvements de bras au rythme du moteur, c'est vraiment très drôle. Zodiac ne sert absolument à rien. Et on a Hogan dans le ring qui dit que voilà, le géant n'a pas le droit de rentrer, donc il va aller le chercher. Oui. On a ensuite la millième promo pour Halloween Havoc, la même vidéo tout le temps. Machine contre machine, Monster Truck Challenge. En plus, les règles du Monster Truck Challenge sont pas très claires quand même. Pour Toujours. le moment, on n'en sait rien. Oui, c'est ça, parce qu'ils font la promo, 4 fois par épisode, mais on sait toujours pas ce que c'est. Hein. C'est machine contre machine. Oui, mais dans quel contexte ? Le contexte du catch. Du Monster Truck. Ouais. Par contre, il faut leur laisser ça. Halloween Havoc aura lieu à Détroit, grande ville industrielle d'automobile, donc conceptuellement, ça a du sens. Oui. Mais ça me donne pas envie de le voir. Il y aura un carnaval match à la Nouvelle-Orléans la prochaine fois. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Bah oui. Là, c'était plutôt cool parce que pour montrer vraiment l'aspect important de ce qui va suivre, il y a des pyros qui explosent dans tous les sens pour la descente de la cage du main event de ce Nitro. Alors à Raw, on avait en main event Skip contre Make a Difference Fatu. Là, en main event, on a Ric Flair contre Arn Anderson en cage match. Bon, hein. Je vous laisse. Je vous lèche, tu vois. Ah oui, tu vois, mais c'est trop proche de ton audience. Par contre, pour faire un petit, comment dirais-je, un petit rapport de proportion avec la cage. Avant ça, il y a Bobby Heenan, je sais pas si tu as fait attention, qui a donné la taille des roues du Monster Truck. Ah non. Tu es assis là ou tu es debout ? Vas-y, je suis prêt. 25 pieds. Ah bah oui. Okay. C'est une grosse roue. Hein. 25 pieds, ça fait 8 mètres. C'est le London Eye là, à ce moment-là. Ça fait 8 mètres. Ah non, mais on avait quand même clairement annoncé que ce Monster Truck était grand. Hein. Oui, effectivement. 8 mètres de roue. Oui, c'est plus haut qu'un avion en fait, finalement. Ouais, bah écoute, ça montre bien que la WCW, tout est plus grand que nature. Hein. Ouais, et c'est les Big Boys Play. Exactement, et les Big Wheels aussi. Oui, alors malgré le fait que le main event soit en cage entre Arn Anderson et Ric Flair, le pauvre petit Arn Anderson, il a même pas droit à une entrée. C'est vrai. Il est direct dans le ring. Il est déjà dans le ring pendant qu'on montre et que le temps qu'on aurait pu accorder à Arn Anderson pour son entrée, on le donne à Mongo McMichael qui nous montre son chien qui a un petit casque des Chicago Bears et il y a Eric Bischoff qui nous signifie que la police de Chicago fait tout pour maintenir l'ordre à l'extérieur entre Hulk Hogan et le géant. Alors, on voit pas ce qui s'y fasse, mais la police fait son travail apparemment. Oui. À voir. Oui, le match, bon voilà, c'est Ric Flair contre Arn Anderson. Bischoff insiste beaucoup sur le fait que normalement il faut acheter un pay-per-view pour assister à un match de cette envergure. Le début c'est pas mal de bagarres quoi. On a vraiment une base d'atémie, de coups de poing. Oui, Arn Anderson reprend le contrôle avec un spinebuster et Ric Flair se dégage à 1. Il n'y a aucune réaction, personne réagit à ça. Il se dégage à 1 du spinebuster de Arn Anderson. C'est pas mentionné par les commentaires. Le public c'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Il y a Arn Anderson qui monte sur la cage, qui se prend un énorme atémie et il tombe sur les cordes. Sur les roustons. Et sur les roustons, exactement. On a une belle souplesse qui est maintenue en chandelle par Ric Flair. Ensuite, les deux hommes sont au sol et il y a Pillman qui arrive, qui monte sur la cage, Ric Flair le chasse, il porte la prise en 4, et là, Arn Anderson l'attrape par les cheveux au moment où il essaye de placer la prise en 4, et il le cogne avec... Alors au début, moi je l'avais même pas vu, je sais pas pour toi. Moi non plus, je l'ai capté au ralenti, donc bonjour le finish. Oui, c'est ça. C'est que c'était pas du tout clair. Je sais même pas si c'est, si c'était volontaire qu'on ne voit pas Pillman donner l'objet ou si. Est-ce que c'est Pillman qui a donné le point américain ? Est-ce que Arn Anderson l'avait déjà ? Enfin. Non, je crois qu'il l'a récupéré dans son slip. Hein. Ah, parce que ça fait vraiment suite à l'intervention de Pillman. Donc moi je m'étais dit peut-être que c'est Pillman qui lui a glissé un petit objet, tu vois. Mm-hmm. Vu qu'il monte sur la cage, peut-être qu'il lui a lancé le point américain. Mais bon, comme tu dis, c'est pas clair du tout, on sait pas du tout, mais ça n'empêche que c'est la fin du match parce que c'est la victoire de Arn Anderson avec l'utilisation de ce point américain. Ouais, c'était un petit peu speed quand même comme match, parce que je crois que ça a duré à peine 6 minutes. Ouais. Donc c'était
de nouveau une sorte d'angle parce que après Flair va complètement péter les plombs au micro pour nouveau affronter Arn Anderson. Oui, c'est ça. Et là, c'est du bonheur. Hein. On a le débrief traditionnel des trois commentateurs. Ric Flair qui arrive comme un hystérique. Ric Flair est vraiment à son meilleur là quand il met ce niveau d'émotion dans ses promos. Et il dit que la semaine prochaine, il veut les deux. Alors à ce moment-là, c'est pas très clair non plus. Est-ce que c'est un match handicap? Est-ce qu'il va avoir un partenaire? On sait pas trop. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était très clair à ce niveau-là. Je pense qu'à ce moment-là, ils étaient même pas au courant eux-mêmes. Donc oui, voilà. Donc on se demande. En tout cas, il veut les deux la semaine prochaine. Apparemment, il les aura, mais bon, dans quel contexte, on sait pas trop. Inan se fout de sa gueule en disant qu'il a besoin d'une assistance psychiatrique et Mongo et Bischoff finissent le show en vendant le côté dark de Hogan. Là, bon, il s'éloigne un petit peu de la story de Ric Flair qui vient d'avoir lieu. Le côté dark, et voilà, ça marque la fin de l'émission alors que la foule est en train de chanter Hogan Sucks. Oui, c'est ça. Et Inan rebondit dessus en disant que voilà, qu'il fait une tirade assez violente sur Hulk Hogan en disant que voilà, il y en a marre de Hulk Hogan depuis tout ce temps et qu'il est temps vraiment que le géant débarrasse le monde du catch de Hulk Hogan. Pas que la WCW, le monde du catch. Exactement, tout le business. Et donc, on a le programme pour la semaine prochaine. On aura Diamond Dallas Page qui va défendre son titre TV contre Johnny B. Bad. On aura, lèche-toi les babines, Hacksaw Jim Duggan contre Meng. Et alors là, voilà, exactement, c'est tout à fait ce que je te demandais. Et les débuts de Chris Benoit contre Eddie Guerrero. Yes, et la semaine dernière, j'avais parlé un petit peu du fait que ça fait quand même très cher de faire des lives uniquement pour 1 heure avec très peu de dark match. Cette fois-ci à Chicago, je pense qu'ils ont eu un show un petit peu plus conséquent parce qu'il y a eu 4 dark matchs avant l'enregistrement de Nitro. Il y a eu Paul Orndorff contre le Renegade, ton catcheur préféré. Il y a eu Diamond Dallas Page contre Alex Wright, Eddie Guerrero contre Dean Malenko et Kevin Sullivan contre, je te le donne dans le mille, Randy Savage. Donc malgré tout, la foule de Chicago a quand même eu un show un peu plus conséquent que les villes précédentes. C'est vrai. Mais voilà, ça se termine là-dessus. Pour moi, c'était, je dirais, la semaine où il y avait le plus de différence entre les deux produits. Malgré les incohérences et les conneries, c'est la semaine où on voit que la WWE a rien à se mettre sous la dent. Parce qu'une fois qu'ils ont balancé leur 6 main eventers, après, il n'y a plus rien, quoi. Ils sont obligés de mettre un match de pay-per-view d'il y a 1 mois et demi, tu vois. Oui, on voit la pauvreté du roster là parce qu'ils ont tout mis dans un seul match et après on voit que la suite a été catastrophique. C'était abominable. Moi, franchement, je regardais toutes les 2 minutes combien de temps il restait. Hein. Moi, je regardais pas. J'étais pris par le rêve américain des années 90. Ouais, putain, tu as bien de la chance. Et surtout l'impatience de regarder Nitro. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est vrai que là, la différence était hyper marquée. Nitro, voilà, avec tous ces défauts, reste quand même bien plus plaisant et surtout cette semaine-là, quoi. Bah, t'as des salles pleines, 8500 personnes, enfin c'est... Et il y a Disco Inferno, bordel, hein, c'est quand même... Oui, le disque infernal. Bah oui, putain. Bon, voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Oui. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. On est quoi? Donc on a dit c'était l'épisode numéro 6, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 16 octobre 2019 à midi, comme tous les mercredis, pour le prochain épisode numéro 7 de la Monday Night War. On va voir encore plein de réjouissances, mais on va pas vous spoiler. Dimitri, est-ce que tu as encore un petit mot à dire avant qu'on se quitte? Non, rien de spécial. Là, j'ai hâte de voir les prochains épisodes là, et puis le Eddie Guerrero contre Chris Benoit m'excite pas mal. C'est vrai. Donc merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin, que vous soyez au lycée, en pause déjeuner, dans la voiture, dans le lit, sur le canapé ou autre, peu importe, c'est pas nos affaires. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez kiffé, autant que nous on a kiffé regarder et reviewer ça ensemble. Donc on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de regarder du catch 24h/24 et surtout de garder la passion. Bye bye à tous et bye bye à toi Dimitri. À très bientôt. Yeah.